En manchette aujourd'hui, à son tour, l'ANORAE dépose ses états financiers 2025 à sa séance du Conseil. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en date du 11 juin 2026. Alain Ballimard au pupitre. Donc, c'est au tour de l'ANORAE. En effet, lors de la séance des élus, celle du mois de juin, la municipalité de l'ANORAE, via son conseil municipal, a déposé ses états financiers pour l'année 2025. On écoute Mme Gabrielle Clément de la firme Michaud-Clément nous présenter ses états financiers 2025. Donc, le rapport est présenté aux membres du conseil municipal de la municipalité de l'ANORAE. Donc, je vais faire un résumé pour certains paragraphes parce que c'est très long, mais on va quand même lire le plus important, celui de l'opinion. Donc, nous avons effectué l'audit des états financiers de la municipalité de l'ANORAE qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2025 et les états des résultats de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que des notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de l'ANORAE au 31 décembre 2025, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ensuite, on a le paragraphe de fondement de l'opinion. Donc, celui-là, il mentionne qu'on s'est conformé aux normes d'audit généralement reconnues du Canada et également aux règles de déontologie qui s'appliquaient à l'audit. On estime également qu'on a les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Correct? Oui? OK. OK. Puis après ça, on a le paragraphe d'observation qui mentionne qu'il y a 3 pages, dans le fond, dans le rapport financier qui ne sont pas conformes aux normes pour le secteur public, mais qui sont à la demande du ministère, dans le fond. Donc, juste pour pas que ça crée d'ambiguïté. Ensuite, la responsabilité de la direction. Dans le fond, ça mentionne que c'est la direction qui est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle considère nécessaire, dans le fond, pour avoir des états financiers exempts d'anomalies significatives. Ensuite, le paragraphe des responsabilités de l'auditeur. Donc, dans le fond, nous, en tant qu'auditeurs, notre responsabilité, c'est d'avoir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, puis ça, conformément à nos normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes-là, dans le fond, ce qu'ils nous demandent, c'est d'identifier et évaluer les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives. Je parle-tu trop fort, c'est correct? OK. Après ça, qu'on acquiert une compréhension des éléments du contrôle interne. Ensuite, dans le fond, qu'on apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et qu'on évalue aussi si les estimations comptables qui sont raisonnables. Et deux derniers points, on va s'assurer du principe de continuité d'exploitation, c'est-à-dire que la municipalité n'est pas en risque de mettre fin à ses activités, tout ça, ce qui n'est pas probable du tout. Et finalement, on va évaluer la présentation d'ensemble des états financiers pour s'assurer qu'ils donnent une image fidèle. Donc, voici le résumé du rapport. Là, on commence avec les chiffres. Madame Clément, avant d'aller avec les chiffres, je veux juste dire aux gens qui nous suivent sur Facebook puis les gens dans la salle, parce que Mme Clément va faire état du rapport. Et s'il y a des questions, on va les prendre exceptionnellement, on prendrait les questions, mais uniquement sur le document que vous allez nous présenter, non pas sur d'autres aspects. Les autres aspects, on y arrivera plus tard. Mais donc, les gens sur Facebook, si vous avez des questions suite au rapport que Mme Clément va nous faire, bien, écrivez-les sur Facebook. Et puis, à la fin, vous pourrez les poser et vous serez là pour y répondre. Oui, c'est bon? En effet. À vous la parole. C'est bon. Fait que, là, on va vraiment plus l'élément que vous attendez plus, là, les chiffres. Donc, on va commencer par faire l'état les résultats, dans le fond. Donc, là, on va établir, dans le fond, cette feuille-là établit l'excédent de fonctionnement. Donc, on va commencer par les revenus. Les revenus de fonctionnement cette année sont de 9 606 390. Ensuite, les revenus d'investissement, 59 635.
Ces chiffres-là, plus loin, on va pouvoir les détailler là, avec beaucoup plus de détails. Là, fait que on voit grossièrement pour faire cette page-là, puis après ça, on va aller dans le détail. Et on est toujours en 2025, à préciser. Oui, excusez-moi. C'est au 31 décembre 2025, c'est l'état financier de l'année 2025 comme il est passé. Oui, OK, parfait. Ensuite, au niveau des charges, on est à 9 732 174. Donc, on a un déficit lié aux activités de 66 149. Là, comme on cherche à établir l'excédent de fonctionnement, on va soustraire les revenus d'investissement, donc le 59 635 que j'ai mentionné précédemment. Donc, on a encore une fois un déficit de fonctionnement avant les éléments de conciliation de 125 784. Ensuite, comme on est en comptabilité municipale, c'est vraiment plus une comptabilité de caisse. Fait qu'on va enlever, puis soustraire, puis rajouter plusieurs éléments pour venir à bout de trouver notre montant qui est le montant magique de l'exercice, l'excédent. Donc, premier élément qu'on va ajouter, dans le fond, c'est l'amortissement, puisque c'est un élément qui est uniquement comptable, le 1 341 942. De là, on va soustraire à la place le remboursement de la dette à long terme, donc 96 484. Ensuite, il y a des affectations. Cette année, les activités d'investissement, c'est-à-dire les immobilisations qui ont été acquises à même le budget en cours. Donc, on en a pour 628 861. On a aussi affecté des excédents accumulés pour 549 199. Ce montant-là, il est composé de 3 éléments. Il y a, dans le fond, l'affectation qui avait été prévue au budget initialement en 2025 de 653 100. Il y a aussi un montant de 30 000 qui a été pris dans le fonds des élections puisque c'était une année d'élection. Et finalement, vous avez remboursé le fonds de roulement comme prévu dans la cédule pour un montant de 133 901. Et finalement, on a nos autres éléments de conciliation. Dans le fond, ce chiffre-là, c'est le coût des terrains vendus au parc industriel pour cette année, donc 11 891. Donc, cette année, pour la municipalité de Lanoraie, l'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales est de 1 051 903. On poursuit avec un autre sujet abordé. C'est les conseillères municipales Clermont et Ouellette qui ont présenté un résumé des activités du dernier mois. Un d'entre vous, je voulais vous tenir au courant de notre ORH à Lanoraie. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que les plans sont terminés. Elles sont présentement sur le bureau de la SHQ. Et dès que tout a été vérifié, ce sera envoyé pour l'appel d'offres. L'appel d'offres dure environ 1 mois. Ensuite de ça, ça va être ouvert. Ça va nous permettre de savoir qui est le constructeur et les délais qu'il prévoit pour la rénovation. Ensuite de ça, le deuxième point que je voulais vous parler, dans le fond, c'est qu'il y aura une réunion de la table de travail en sécurité routière. Elle se tiendra le 17 juin 2026. C'est en soirée à 19h. Et puis, les gens vont être nommés là, dans un prochain point. Je sais que je devance, là, mais je tenais juste à informer les gens que c'est le 17 juin en soirée. Et puis, les gens vont être... on va les nommer tout à l'heure. Mais c'est réservé aux membres qui vont être nommés tantôt. Oui, c'est ça. Soirée que vous c'est ça. C'est en plein ça. Ensuite de ça, là, vous allez en parler, c'est à propos du MTQ, les fermetures de route, tout ça. Fait que... T'avais-tu quelque chose à... Non, c'est beau. Oui, après ça, c'est... Oui, Mme Ouellette avait des points aussi. Elle a assisté à des rencontres, donc... Nous avons reçu le fauteuil de plage Sofao pour les enfants handicapés, l'Association des personnes handicapées d'Autrey, la FAS, en partenariat avec la municipalité et l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Naudière. Elle est à la piscine Gia de Sèvres déjà. On l'a déjà eu. On fait qu'on va l'avoir pour toute la saison. Une ou deux? On en a une. OK. Oui. Nous avons une. Puis il y avait peut-être dimanche. Il y a eu un événement dimanche? Oui, dimanche, il y a eu porte ouverte, la Naudière. Ah, c'est ça. Plein air pour les enfants et la famille. Il y a eu des jeux gonflables, cardio-poussette, animation pour les petits, mini-soccer, initiation à la pétanque, atelier de jardinage. Un autre point a retenu notre attention. Il serait donc question de la tour de communication, la construction de la tour
qui suscite beaucoup d'interrogations à Lanoret. On en reparle après la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel-Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. En ce 11 juin, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Jacqueline Champagne. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 11 juin 2026, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On vous présente, tel que mentionné tantôt, l'état de la situation dans le dossier de la construction d'une tour de communication de la compagnie Rogers. À ce sujet, on écoute la conseillère municipale Céline Robillard. Elle fait un suivi. Il s'agirait de faire un suivi à propos de l'implantation d'une tour de télécommunication Rogers dans le secteur des Étangs. Alors, juste pour vous rappeler que c'est un projet qui avait commencé en 2022 suite à des commentaires des clients de Rogers qui souhaitaient avoir une meilleure couverture de leur service sans fil. En 2022, Rogers avait obtenu l'appui de la municipalité, de la MRC et de la CPTAQ parce que l'emplacement de la tour se trouve en zone agricole à côté des étangs aérés. Et il n'y a pas eu de construction qui s'est faite pendant les 4 années suivantes. Il est important de rappeler que les télécommunications sont de juridiction du gouvernement fédéral et que les promoteurs dont Rogers, doivent suivre un processus établi afin d'obtenir l'autorisation de l'ISDE, qui est Innovation, Sciences et Développement économique Canada, donc c'est de juridiction fédérale. Récemment, au conseil municipal d'avril, il y a eu une pétition citoyenne s'opposant au projet de tour de télécommunication tel qu'il était présenté. Donc, suite à cette pétition-là, la municipalité a contacté Rogers et ISDE pour avoir des rencontres avec eux. Mais Rogers a commencé la construction de la tour avant qu'on ait eu la réunion avec eux. Les 2 réunions ont eu lieu la semaine passée. Le 1er juin, le conseil municipal, accompagné du directeur général et du directeur adjoint, on a rencontré M. Gilles Panton, le directeur régional de l'ISDE. Et le 4 juin, ça a été la rencontre avec Rogers, avec M. Éric Belchamber et Mme Rosa Solar, le 4 juin. M. Panton de l'ISDE connaît très bien le dossier et il nous a rappelé que le promoteur avait rempli toutes ses obligations. On lui a posé la question, est-ce que la municipalité peut faire arrêter les travaux? Puis la réponse a été assez claire, c'est que si une municipalité fait arrêter des travaux, eh bien, elle se retrouve en cour, autrement dit, devant les tribunaux. Il nous a fait référence à des causes comme Châteauguay contre Rogers, Otterburn Park contre TELUS, qui sont des causes fortes du droit constitutionnel canadien qui ont établi que
les municipalités n'ont aucun pouvoir pour bloquer l'implantation d'antennes de télécommunications sur leur territoire. Bon, alors, si vous voulez avoir des détails là-dessus, j'en ai, mais pour que ça soit pas si long que ça. Ensuite, on a eu la rencontre avec Rogers, Redwood. Là-dessus, ben, il y a eu comme un manque flagrant de communication et M. le maire a exprimé le mécontentement de la municipalité qui n'avait même pas été informée du début des travaux. Alors, M. Belchamber s'est officiellement excusé au nom de la compagnie et on a demandé aussi qu'il y ait un meilleur suivi, une meilleure communication pour la suite des choses. Cependant, ben, Rogers n'a aucunement l'intention de changer l'emplacement de la tour. La tour qui sera implantée, parce qu'elle sera implantée, correspond à celle décrite dans le projet 2022. Quand on a voulu discuter d'un emplacement alternatif, bien là, il faut se rappeler que le premier choix était le clocher de l'église. Ça avait été refusé par la fabrique. Le deuxième, pas choix, mais le deuxième emplacement qui nous avait été proposé par Rogers, bien, c'était la Pinède. Juste à côté du cimetière, pas loin de l'école, dans le bois du curé, pour les personnes qui connaissent cette expression-là. Donc, la municipalité avait proposé l'emplacement à côté des étangs aérés, ce qui constitue déjà une alternative et un bon compromis, considérant que les deux villes dont je vous ai parlé tantôt, Châteauguay contre Rogers, puis Otterburn Park contre TELUS, eux, ils se sont fait imposer en milieu résidentiel pour Otterburn Park et sur le boulevard Saint-Francis à Châteauguay, c'est en ville aussi. Est-ce que la Noret est quasiment chanceuse comme municipalité de ne pas s'être fait imposer dans le cœur du village? On peut quasiment le supposer. Donc, c'est à peu près ça que ça l'a donné comme rencontre. On nous a dit que les clients de Rogers et Fido verraient une amélioration dans leurs appels, dans leurs données, dans leurs services de Netflix, de Spotify, puis qui sont aussi complémentaires avec Vidéotron. C'est-à-dire qu'il y a des ententes de partage d'infrastructures et d'itinérance, puis qui s'étendent mutuellement leur couverture, la couverture pour leurs abonnés respectifs. Une implantation de la tour dans le parc industriel aurait été impossible. Il y en a déjà 2. Et pour que les services fonctionnent bien, bien, on nous a dit que les tours doivent être capables de se voir ou de communiquer entre elles. Donc, c'est encore une fois l'emplacement proche des étangs aérés qui est privilégié. Ce qui est aussi très important à mentionner, c'est que la sécurité des citoyens en cas d'événement météorologique extrême, bien, serait pas mal assurée. Il y aurait un meilleur service de la part de ces compagnies-là. Il y a beaucoup d'objets de la vie courante qui sont reliés au réseau cellulaire, le système d'alarme, les clés électroniques de voiture, les démarreurs à distance, les spas intelligents. C'est de plus en plus utilisé. Donc, ceci étant dit, considérant la mise en garde, que je pourrais dire, que ISDE nous a dit qu'une municipalité qui fait bloquer un projet de construction de tours de télécommunications, bien, se retrouve devant les tribunaux. Châteauguay, ça leur a coûté 600 000 $, puis ils ont perdu. Alors, est-ce que la municipalité de la Noret fera arrêter les travaux puis utiliser des milliers puis des milliers de dollars en fonds publics pour se retrouver devant les tribunaux contre Rogers puis assurément perdre? Ben moi, personnellement, je suis très mal à l'aise avec cette façon de faire-là. Je ne verrais pas comment la Noret pourrait contester ou faire arrêter les travaux de cette construction-là. Voilà, Monsieur le maire.
À son domicile de Saint-Cuthbert, le 3 mai, à 63 ans, est décédé M. Robert Bélan, conjoint de feu Manon Gingras, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil son fils Alexandre, Mylène de la Fontaine, ses petits-enfants, Anissa, Zach, Maïli, Élisabeth et Charles Bélan, les enfants de Manon, José et Sébastien Desroches, sa mère, Micheline Lebreu, feu Léger Bélan, son frère Guylain, Maryse Nadeau, sa sœur Diane, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 juin dès 10h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu à la chapelle du complexe à 12h30. Suivra l'inhumation au cimetière de Saint-Cuthbert. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 mai dernier, à 96 ans, est décédée Mme Lucette Massicotte, épouse de feu Gérard Rousseau, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine Rousseau, Jacques Roy, Yves Rousseau, Liliane Bourque, ses petits-enfants, Sophie Roy, Mathieu Dugré-Desjardins, Isabelle Roy, Hubert Banville, Mathieu Rousseau, Camille Rousseau, Alexandre Pépin, ses arrière-petits-enfants, Édouard Adèle, Jasmine Victoria, Gloriane, Florence, Béatrice, Alex, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera les gens qui se rendront au salon samedi, le 13 juin, dès 11h. Ça se déroulera bien sûr au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève à 14h. Mme Massicotte sera inhumée au cimetière de Berthierville. À l'hôpital de Granby, le 23 mai dernier, à 80 ans, est décédé M. Normand Arcans, époux de Francine Michaud, demeurant à Granby. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Maxime, Amélie Benoît, Richard, Valérie Bayard, ses petits-enfants Liam, Jeffrey, Devon et Jack Elliott, son frère Clayton, sa sœur Michelle, André Boutier, ses beaux-frères et ses belles-sœurs Diane Michaud, Gérard Proulx, Carole Michaud, Mario Loisel, Louise Brasseur, feu Jacques Michaud, Marie-Claude Michaud, Gérald Faulkner, Paul Michaud, Sylvie Paré, Céline Michaud, Régent Sylvestre, Jean Michaud, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 14 juin dès midi au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h. M. Arcans sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 mai dernier, à 73 ans, est décédé M. Richard-André Valois, fils de feu Jean-Marie Valois et de feu Suzanne Laforêt, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son frère Robert Valois, Lise Beauchemin, son beau-frère Michel Latour, feu Diane Valois, ses nièces Marie-Michel Valois, André Turcotte et Isabelle Latour, Ghislain Fafard, ainsi que Marie-Josée Latour, Tommy Harper et leurs enfants, ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi 20 juin dès 13h jusqu'à 16h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon. Au pavillon Sainte-Marie à Trois-Rivières, le 12 mai dernier, à 85 ans, est décédée Mme Raymonde Thibault, épouse de Roger Sylvestre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil son époux et ses fils, Michel Sylvestre, Pascal Robert, Steve Sylvestre, Pénélope Smith, ses petits-enfants, Marie-Kim Sylvestre, Marc-Aurèle Duval, Cédric Sylvestre, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Jacques Sylvestre, Madeleine Robillard, Réjeanne Sylvestre, feu Marcelin Leblanc, Richard Sylvestre, Luce Mandeville, Marcel Sylvestre, Linda Quarler, Gilles Sylvestre, Marielle Brizard, Muriel Bélanger, feu Jean-Noël Sylvestre, la famille Benoît, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 27 juin dès 10h30 au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 13h30. Madame Raymonde Thibault sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 mai dernier, à 84 ans, est décédée Mme Yvette Lefebvre, épouse de feu Olaüs Fafard, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Joanne Fafard, Alain Clément, Michel Fafard, Christiane Fafard, Alain Hould, Nancy Fafard, Martin Cournoyer, ses petits-enfants, Philippe, Alexis, Gabriel, Clément, Maxime et Chloé Fafard, Rosalie Hould, Marc-André et Catherine Auger, ses 10 arrière-petits-enfants, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère, Lina Lefebvre, Raymond Mousseau, Claudette Lefebvre, feu Conrad Picard, Pierre Lefebvre, Simone Fafard, feu Fernand Bonin, Alice Fafard, feu Claude Rousseau, Suzanne Fafard, feu Aimé Robillard, Nicole Fafard, René Vincent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 4 juillet 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle à 15h. C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Gaétan Bonin. Il s'est éteint paisiblement au centre hospitalier de Lanaudière le 29 mai dernier à 88 ans. Son âme l'a quitté le 13 mai dernier. Elle était l'amour de sa vie. Déjà affaiblie par la fatigue et le chagrin, une pneumonie l'a emporté. M. Bonin laisse dans le deuil feu son épouse des 65 belles années, Marie-Paul Paquette, ses filles Sophie, Jean-François Houle et Claire, ses petits-enfants Jean-Sébastien, Rebecca, Pierre-Alexandre, Anne-Sophie, Cynthia Thomas, Sabrina Jarric, ses arrière-petits-enfants. M. Bonin laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs. La famille tient à remercier l'équipe médicale du centre hospitalier de Lanaudière et le personnel de la Villa Berthier. La famille vous recevra à la chapelle de la résidence funéraire F. Thériault à Berthierville samedi le 4 juillet de 10h à 11h. Un hommage et une prière suivront à 11h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera des risques d'orage, une température de 25, un temps ressenti de 35, moins de 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera des bancs de brouillard, une température de 20, un temps ressenti de 23. Vendredi matin, ce sera un ciel variable, une température de 23, un temps ressenti de 29. Vendredi après-midi, ce sera des risques d'orage forts, une température de 28, un temps ressenti de 38, environ 2 à 4 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera des risques d'orage forts, une température de 23, un temps ressenti de 30, environ 5 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 17, un temps ressenti de 17. Et voilà, c'était tout pour votre météo.